Bonjour Jean-Louis. Alors notre investisseur immobilier aujourd'hui, c'est Steven. Bonjour Steven. Bonjour Jean-Louis, bonjour Christopher. Donc j'explique à ceux qui nous suivent, hein. On va d'abord répondre à tes questions et puis pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à commenter, donner vos conseils. J'essaierai de les reprendre à ce moment-là. Et puis on prendra également toutes vos questions par la suite sur vos cas concrets et on tentera d'y répondre. Alors Steven, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu où tu en es de tous tes projets immobiliers? Bien sûr Jean-Louis, donc moi aujourd'hui je suis investisseur immobilier depuis quelques années, donc environ 6 ans. J'ai 27 ans, j'ai essentiellement une stratégie qui est axée sur la colocation, uniquement avec des biens en Île-de-France. Et donc, tu viens aujourd'hui sur ce plateau pour nous poser des questions, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est quoi tes problématiques aujourd'hui? Aujourd'hui, ma problématique, c'est que j'ai besoin de temps et je vais en avoir encore plus besoin parce que mon objectif, c'est de continuer de développer mon patrimoine. Donc, j'ai des questions qui tournent essentiellement autour de tout ce qui va être la gestion, l'organisation pour pouvoir continuer de me développer. Et voilà. Alors, c'est quoi ta première question? Il me semble que tu étais là, donc là, tu es sur la région parisienne, hein, c'est Exact. ça, et tu te demandes, voilà, je te laisse le dire, mais tu te demandes, est-ce que je ne vais pas regarder un petit peu du côté de la province? Exactement, investir en province, changer de stratégie, accéder aussi à de l'immobilier un petit peu moins cher au mètre carré. Ça peut aussi aider à obtenir des financements bancaires. Donc aujourd'hui, la question que j'ai pour tous les deux, c'est comment faire pour gérer à distance les visites, ne pas passer à côté d'une bonne offre et par la suite, du coup, une fois qu'on a trouvé un bien, comment trouver un artisan de confiance et déléguer les travaux et que tout se passe bien pour Christopher, l'investissement. Ça t'évoque quoi? Steven, ça m'évoque mon premier bien, puisque j'ai acheté à Budapest, à 1500 km de chez moi. Et les deuxièmes, c'était à Béziers, qui était à 400 km de chez moi environ, puisque je vis à Nice. Donc j'ai commencé d'abord par ces problématiques. Alors la première, pour moi, la plus importante, c'est d'abord de trouver la personne de confiance. C'est-à-dire que moi, ce qui orientait ma stratégie d'investissement, c'était la personne de confiance que j'allais trouver avant la rentabilité de la ville. J'ai démarré par ça en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à investir à Budapest parce que je connaissais une personne de confiance. Et une fois que j'avais cette personne de confiance, j'ai regardé si le marché était intéressant. J'ai rencontré plus de personnes de confiance autour de moi que de marchés intéressants, si vous me suivez. Et donc je choisis la personne de confiance et ensuite en découle l'orientation sur le marché. C'est pas tout le monde ne peut faire pareil. Moi en tout cas je l'ai fait et c'est ce qui m'a permis de développer mon patrimoine sur 8 à 10 endroits différents, sur 4 continents dans le monde. Enfin 4 continents pardon, autour du monde. Il y a eu des aléas, mais relativement, je pense que ça s'est plutôt bien passé en gérant tout à distance. Donc ça c'est la première chose. Trouver une personne de confiance. La deuxième, il faut optimiser son temps et le maximiser quand tu vas faire ton déplacement. C'est-à-dire, avant de faire des visites, on se rend compte aujourd'hui, notamment, tu cherches plutôt des appartements ou des immeubles? J'aimerais aller sur de l'immeuble de rapport. D'accord. Sur de l'immeuble, c'est un peu plus complexe parce que tu as tout un tas de travaux que tu n'as pas forcément sur des appartements. Tu vas avoir des problématiques de toiture, de structure de l'immeuble aussi également, de parties communes. Enfin, tu as tout un tas de travaux très coûteux de façade qui méritent le coup d'œil. Mais une chose qui est claire et que personne ne fait, c'est déjà de faire une offre à distance. Les gens ont peur de ça. Je sais pas si tu as déjà fait des offres à distance sans voir le bien. Jamais. Bah, tu démarreras par ça. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une offre, ça n'engage pas l'acquéreur. Ça engage le vendeur, mais ça n'engage pas l'acquéreur. Quand vous faites une offre pour un bien, il y a un bien qui t'a plu, tu proposes à moins 20%, ça passe, tu fais une offre écrite. À ce moment-là, le vendeur doit l'accepter. Une fois que c'est accepté, on part en rédaction du compromis chez le notaire ou l'agence immobilière. Le notaire peut être un peu plus long, l'agence immobilière plus rapide. Ensuite, il y a tout un tas de documents loi Allure à réunir de la part du vendeur, les AG de copropriété, les diagnostics immobiliers, etc. Une fois que tout ça s'est réuni, il doit te l'envoyer avec une notification courrier, un accusé de réception, etc. Et une fois que c'est reçu, tu as 10 jours de rétractation. Enfin, 10 jours de rétractation sur le compromis. Ce qui laisse entre 3 semaines jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois, plus pour les biens plus complexes, pour pouvoir se rétracter sans perdre 1 euro dans la vente. Oui, tout à fait. La loi est plus protectrice de l'acheteur que du vendeur. Et ouais. C'est vrai que c'est assez peu connu. Exactement. Donc aujourd'hui, des fois ça fait peur de faire des offres, mais fais des offres et gagne du temps. C'est-à-dire que pour moi, le choix sur un bien, à 90% se fait avant la visite. Aujourd'hui, je visite plus de biens. Quand j'en visite pour des appartements, il n'y a aucun problème de travaux qui peut mettre en danger l'opération. Sur un immeuble, ça peut être le cas. Donc l'immeuble nécessite une visite plus facilement. Mais un appartement, en soi, il n'y a rien de monstrueux, quoi. Tant qu'on sait que l'électricité est à refaire, la plomberie est à refaire, le reste, c'est assez facile de le calculer. Donc il faut calculer tout ce qui peut être calculable avant,
faire des offres avant et dire voilà, moi je suis à distance, je peux pas me déplacer, j'ai beaucoup de biens, peu importe, je peux pas le faire. Je le ferai que si on se met d'accord sur un prix. Par contre, il faut motiver ça parce que le fait de pas avoir de visite peut montrer à l'agent immo que vous êtes peut-être pas sérieux. Donc il faut par le discours montrer que tu es sérieux et professionnel et compenser avec une simulation de ton banquier par exemple pour montrer qu'il te prête déjà. Est-ce qu'il faut venir avec un entrepreneur justement pour un immeuble de rapport ou une maison? Parce qu'autant dans un immeuble c'est un peu plus simple, hein, on a tous plus l'habitude, mais c'est vrai que la charpente, etc., évaluer des travaux de charpente, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de venir avec un entrepreneur. Moi, la dernière maison, j'ai visité une maison sur la Côte d'Azur il y a 2-3 mois, j'y suis allé avec mon architecte dès le début, parce qu'en plus il y avait une problématique sur le permis, parce que c'est quand même plus complexe qu'un appartement. Aujourd'hui, un appartement, le dernier, on m'a proposé quelque chose à Paris, j'ai fait une offre de chez moi, il m'a fallu 30 minutes pour faire une offre. Qu'est-ce que j'ai regardé si c'est en dessous du prix? C'est en dessous du prix, bon, j'ai calculé un prix moyen au mètre carré, je sais à peu près combien ça vaut à Paris. Stop, j'ai fait mon offre. Si jamais je reviens avec un artisan et qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou quelque chose qui ne m'a pas été dit, à ce moment-là, je peux toujours sortir de l'offre, proposer moins cher ou ne rien proposer. Donc faites une offre, bloquez l'opération, surtout en ce moment où il y a des belles opérations à des prix moins chers, hein, parce qu'on est en position de force en tant qu'acquéreur. Profitez-en, donc ça c'est bien. Et ensuite, sur une journée, quand je partais à Béziers à l'époque faire des visites, je mettais 10-12 visites dans la journée. C'est-à-dire, je les enchaînais au maximum, je comptais 30 minutes par visite, je faisais un mail récapitulatif aux agents avant pour être sûr qu'ils soient présents à l'heure, qu'ils aient bien tous les locataires qui aient répondu oui pour ouvrir, parce que ça c'est le coup ici sur place, hein, une fois qu'on arrive, les locataires ne sont pas présents. Donc tout ce qui est optimisation du temps, je pense que quand on a fait ça, on a déjà fait pas mal de choses et ça nous évite de se déplacer. Moi, j'ai jamais eu besoin de me déplacer pour ça. Oui, d'ailleurs, on peut se faire une checklist de toutes les questions, peut-être à se poser avant, qui correspondent à ces projets immobiliers. Toi qui es participant de la formation, tu l'as en ligne, on l'a remise à jour, donc on a mis quelque chose encore plus conséquent. Toutes les questions à poser, les points de contrôle à passer en revue. Oui, parce que Steven a suivi, pour la petite histoire, a suivi une formation qui a été faite qui a été mise en place par Christopher. Tu avais une autre question pour Christopher sur la gestion, c'est ça, des biens locatifs? Exactement. Récemment, donc, j'ai acheté un nouveau bien immobilier, toujours en Île-de-France. Cela risque d'impliquer la location courte durée de mon ancienne résidence principale. Qui dit ancienne résidence principale dit qu'il y a de l'argent qui a été investi. Je me suis aussi fait plaisir. Je pourrais récupérer les fonds si je revendais la résidence principale. L'idée aujourd'hui, c'est quand même de partir sur de la location courte durée. Quels seraient tes conseils pour contrôler au quotidien qu'il n'y ait pas de dégradation dans le bien? Et quels seraient les recours si jamais c'était le cas? Ok, Christopher, une excellente question. Je loue ma résidence principale l'été quand je pars aussi, donc j'ai ce sujet-là. La première question, mais je pense que tu as déjà répondu parce que tu es compétent sur ça, mais je vais l'élargir pour les gens qui nous regardent. Première question, est-ce que c'est très rentable de louer en courte durée, ta résidence principale? Ça c'est le cas, d'accord. C'est possible en fait qu'on ait des personnes qui achètent une résidence principale dans un endroit où elles veulent habiter, mais c'est pas forcément un endroit qui est rentable à louer. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de demande. Par exemple, exactement, il n'y a pas de demande ou la demande n'est pas suffisamment haute pour compenser un prix d'achat cher. Souvent, quand on achète pour se faire plaisir et habiter nous, c'est souvent un beau quartier, donc un prix mètre carré un peu plus cher, ce qui inclut en fait des prix au mètre carré moins cher pour la location. Donc si déjà c'est rentable, ça c'est cool. Pour les autres et les auditeurs qui nous regardent, si c'est pas rentable, mieux vaut vendre. Plus vous profitez d'une exonération de plus-value sur la résidence principale, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc là, tu le mets en location. Il faut savoir qu'en location courte durée, on est quand même très protégé. Et bizarrement, plus protégé qu'en location à l'année. En location à l'année, vous avez un squatter, par exemple. Vous avez quelqu'un qui casse entièrement votre appartement. Mis à part votre dépôt de garantie, si la personne n'est pas solvable, vous faites rien. Très compliqué. Vous faites rien. Alors qu'en courte durée, Airbnb a des assurances et rembourse. Je ne saurais plus les montants. Je crois que c'est inférieur à 3 ou 5 000 euros. Tu vérifieras. Moi, j'ai eu le cas sur une maison sur la Côte d'Azur que j'ai louée. J'ai eu des jeunes, j'ai eu des fêtards, j'ai eu un footballeur, j'ai eu des fêtards. Footballeur, attention, il a payé, hein, tout s'est bien passé, mais bon, il y a eu un peu de casse, c'est pas si grave que ça, mais quand même un petit peu, très très sale aussi. Bon, mais en fait, Airbnb, alors, là pour le coup, pour le footballeur, on avait une agence qui s'en est occupée, donc ça a été dans le dépôt de garantie. Mais une autre maison où j'ai eu des fêtards qui étaient venus, là, Airbnb n'a pas cherché à comprendre, on a juste envoyé des photos, même pas eu besoin de facture, ils ont remboursé. Donc jusqu'à un certain montant, ils remboursent très facilement. Au-delà d'un certain montant, il faut justifier des factures, etc. Et je crois qu'ils ont une garantie en plus. Ils ont des garanties, je crois qu'ils ont une garantie supplémentaire qui peut aller assez haut. Donc il faut en tout cas se renseigner. Et puis il y a aussi votre assurance habitation, résidence principale, etc. Il faut voir avec votre assureur parce qu'il y a plein de choses. Par contre, il faut le vérifier avant. Hein. Ouais, pour la casse, je suis pas sûr. Hein.
À vérifier s'il y en a qui le prennent en charge, mais je ne suis pas sûr pour la casse. Peut-être une responsabilité civile, mais c'est la responsabilité civile du locataire qui devra entrer en compte. Le mieux, vraiment, c'est Airbnb, tu es quand même bien protégé avec ça. Et dans le lot, ça arrive quand même assez peu souvent. Moi, je suis sur la Côte d'Azur, j'ai des agences qui louent des biens à 10, 15, 20 millions et ça se passe plutôt bien. Si tu es vraiment sur un bien haut de gamme, ou pour les auditeurs qui nous regardent, qui ont des maisons ou des biens vraiment somptueux avec une belle qualité dedans et on est sur des biens qu'on loue au moins, je sais pas, 1500, 2000, 3000 euros la nuit, faites appel à un huissier. Faites appel à un huissier, entrée des lieux, sortie des lieux, l'huissier va tout regarder. Vous pouvez même laisser vos affaires. Je connais des maisons qui se louent avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'affaires, de sacs à main, de chaussures de marque qui restent dans les placards parce que l'huissier va compter jusqu'à vos plantes dans le jardin. Donc vous êtes quand même assez tranquille et l'huissier pourra, si la personne est solvable, prendre des garanties personnelles aussi. Là, vous êtes tranquille. Donc là, on est sur des biens quali. Mais je pense qu'à ce niveau de bien, déjà Airbnb te suffit amplement, quoi. Effectivement, oui, je ne suis pas encore à ce type de bien. Je te le souhaite bientôt. Mais tu avais aussi plus généralement une question sur d'autres biens, on va dire, plus classiques, où la gestion locative, ça te fait un petit peu peur, c'est ça? Effectivement, moi j'ai un modèle qui est basé sur de la colocation. La colocation, c'est quand même... alors c'est très rentable, mais c'est aussi beaucoup de gestion, beaucoup de turnover. Au-delà de l'aspect financier à vérifier quand on sélectionne les locataires, il y a des paramètres humains à prendre en compte. Donc forcément, mon objectif aujourd'hui, ça va être de déléguer la gestion. Mais il y a une particularité, cette difficulté, comment trouver un professionnel qui sera capable justement de gérer en respectant quand même ma vision de la colocation idéale. Vous voyez, comment est-ce que je pourrais... Alors, tu m'as parlé tout à l'heure, effectivement, de trouver un partenaire de confiance. Est-ce qu'on est dans le même esprit? C'est toi qui gères tout tes biens aujourd'hui? Aujourd'hui, je gère tout, effectivement. D'accord. Plus tu as ton activité à côté. Exactement. Ouais. Donc ça va, tu arrives à dormir? Ça va. Ça va. Ce que je conseille à des investisseurs qui nous regardent, démarrer de suite par déléguer. Je sais qu'on a envie de bien faire au début, on a envie de le faire nous, parce qu'on a peur de déléguer. C'est vraiment psychologique, hein. Je suis passé par toutes ces étapes. Et aujourd'hui, ce que j'arrive à déléguer, me pensait impensable à déléguer, ne serait-ce que l'année dernière. Et pourtant, c'est faisable. Donc, il faut vraiment le faire dès le début parce que de vous occuper vous-même de la gestion peut très vite vous dégoûter de l'investissement. Alors que si vous en gardez que les bons côtés, c'est-à-dire ce que ça rapporte, trouver l'affaire, etc., ce qui pour moi est quand même le plus excitant, vous allez vous garder les bons côtés. Donc même après, moi ça fait 10 ans que je fais ça après 60 opérations, j'ai toujours envie d'acheter de l'immobilier. Alors que si j'avais géré moi-même, j'aurais craqué bien avant. Donc je dis ça à tous nos propriétaires qui s'en occupent eux-mêmes. Trouver la personne de confiance, oui. Il faut trouver une personne qui aurait des intérêts communs avec toi. Met en place une sorte de prime en fonction du départ du locataire et pas du départ du locataire. Fais en sorte que vos intérêts soient communs. Je donne un exemple. Moi, je le fais dans le bâtiment ou avec un architecte. Par exemple, j'ai mon architecte. On a vu une opération immobilière il n'y a pas longtemps, un appartement à rénover ou une maison à rénover. Et plutôt que de le payer avec des honoraires d'architecture, les honoraires d'architecture et de maîtrise d'œuvre sont pris sur le montant des travaux. Plus les montants de travaux sont chers, plus les honoraires de l'architecte et du maître d'œuvre sont chers. Quel est l'intérêt de mon archi à réduire le budget travaux si son intérêt c'est d'avoir les honoraires les plus hautes possibles? Il y a vraiment un conflit d'intérêt. Donc je lui dis à la place, je t'incentive sur le résultat, c'est-à-dire je te donne une part de la société, tu as des parts de la société pour le fait de gérer l'opération. Donc plus le budget travaux est faible, plus le bénéfice est important, plus ta marge à toi va être importante. Les conflits d'intérêt sont alignés. Donc tu peux par exemple dire, voilà, je te laisse choisir les locataires, si tu arrives à me louer l'appartement 50 € plus cher que ce que je veux louer moi, il y a une tension locative aujourd'hui, donc suivant la zone où tu es, c'est faisable, eh bien je te donne 20% du loyer en plus que tu arrives à me faire passer. Par contre, je te donne une prime si le locataire pendant 2 ans ne bouge pas, ou là on est sur de la colocation, si pendant 1 an il ne bouge pas, je te donne une petite prime en plus. À l'inverse, s'il part, tu as une prime en moins. Ça peut le motiver, tu vois, à bien choisir la personne et le jour où elle veut partir, à bien gérer le turnover, tu vois. Si elle veut partir et qu'il y a un mois, par exemple, de préavis, je cherchais le mot à l'instant, s'il y a un mois de préavis juste avant, et qu'il te trouve quelqu'un d'autre avant la fin de ce préavis, bon bah pour toi, il n'y a pas de problème, il n'a pas de moins-value en fait sur sa prime. Ça va le motiver à faire ça. Donc ça peut être des avantages, et après, de toute manière, c'est le fait de déléguer, hein. On n'arrive jamais à la perfection. Déjà, nous-mêmes, qui peut prétendre aujourd'hui faire de la perfection? Même si on pense que de faire nous-mêmes, c'est mieux que l'autre, c'est pas forcément mieux, c'est parce que c'est nous-mêmes qui le faisons, donc on n'est pas vraiment impartial en fait avec nous-mêmes. Mais sinon, il y a toujours des couacs. Moi, je dis que l'idée de déléguer, c'est accepter, plutôt que de faire 95% bien, si on avait fait nous-mêmes bien, parce qu'on y aurait passé plus de temps, on y aurait mis plus de cœur, je préfère accepter de faire 90% bien, mais les 5%
de moins bien me libère 80% de mon temps. Donc oui, il faut accepter un peu plus d'imperfection, mais ce temps que tu te libères te permet de te trouver une autre opération, permet de faire des choses plus intéressantes. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à ça. C'est un peu fonctionner comme une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est pareil. Elle a des fournisseurs, des prestataires de services, etc. Elle ne fait pas tout en interne, parce que justement, sinon, elle ne peut pas avancer sur sa spécialisation à elle. Et pour rebondir aussi, pour te répondre, il y a des gestionnaires locatifs qui sont spécialisés, en fait, sur certaines choses très particulières. Il y en a, alors ils sont un peu connus sur la location saisonnière, notamment dans les grandes villes, type Lyon, Paris, Marseille, etc. Il y a vraiment des agences qui sont spécialisées que là-dessus, et il y en a d'autres qui sont aussi spécialisées sur la colocation. Donc il faut se renseigner, et puis après ça peut être aussi une agence immobilière du coin en qui vous faites confiance et qui sait bien gérer tout ça, parce qu'en plus ils auront intérêt à se mettre bien avec vous, en tout cas à avoir de belles prestations de services, parce qu'ils se diront peut-être que le jour où il va vendre, il va passer par moi, etc. Donc voilà, en tout cas, il faut voir en fonction effectivement du type de location qu'on veut faire, parce que tout le monde ne sait pas forcément faire les mêmes choses. Et tu avais aussi une autre question, il me semble, sur... Tu te demandes où tu en es, entre guillemets, sur ton cycle d'investisseur. Tu as investi depuis quelques années, et là tu te dis, est-ce que je revends pour racheter? Enfin voilà, explique-nous ça. Effectivement, puis c'est une période un petit peu compliquée, parce qu'il y a eu beaucoup de changements en un an. Donc aujourd'hui, j'ai la majorité de mes biens en nom propre, sous le fameux régime du LMNP, le loueur meublé non professionnel. Et j'ai obtenu les financements avec des conditions qu'on peut qualifier d'exceptionnelles aujourd'hui, des taux allant de 1,2 à 1,7% sur du 20-25 ans. Je ne paye pas encore d'impôts sur les loyers que je perçois, mais dans un petit peu plus d'un an, ça sera le cas. J'aurai toujours un cash flow positif, mais il sera quand même amoindri. La question, c'est, est-ce que ça vaut le coup de reculer en vendant un ou plusieurs biens, pour ensuite avancer de 2 pas en rachetant des biens, en repartant sur une fiscalité toute neuve, une comptabilité qui repart de zéro, de ne pas payer d'impôts sur les loyers que je perçois. Par contre, les nouveaux financements vont être avec des crédits, des taux avoisinant les 5%. Alors là, on a une question qui va nécessiter au moins 5 minutes. Donc, cher auditeur, si tu nous regardes, accroche-toi un petit peu. Je te conseille même de prendre ton ordi, ton iPad ou un bout de papier, un stylo pour noter, parce que on va essayer de brainstormer ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc la question, c'est une question d'arbitrage, et qui est une question un peu nouvelle et d'actualité, puisqu'on a un arbitrage lié aussi au crédit, qui est à prendre en compte. Dans l'arbitrage, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Là, c'est bien là, la première question pour moi qui a à se poser, c'est déjà, est-ce que émotionnellement, il y a un besoin de les garder? Quand même. T'es attaché aux biens, c'est les premiers biens. Ça tourne, c'est très rentable, okay. Tout est fait. Voilà, ça c'est important de se poser cette première question, parce que si émotionnellement on y est attaché, ça annule les autres questions. Donc déjà, on a un oui sur la première question. Ensuite, la deuxième, ce qu'il faut calculer, alors là, on ne peut pas le faire en direct, ça demande un peu de temps, mais pour les auditeurs qui nous regardent et pour toi, ce qu'il faut regarder, c'est combien me reste à payer sur les intérêts de crédit du crédit que j'ai actuellement, donc les fameux 1,2, 1,5%, sachant que tu as déjà cet investissement depuis quelques années, donc une majeure partie des intérêts ont déjà été payés. Combien, si je garde mon bien encore 5 ans ou 10 ans, combien je vais payer d'intérêts, versus si je vends et j'achète autre chose, combien je vais payer d'intérêt en repartant sur un nouveau crédit qui sera à 4-5. Mais peut-être que dans 2 ans, les taux vont retourner à 3, 2,5 et on pourra renégocier. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc il y a déjà cet inconnu. Moi, je penche plus du côté, surtout tu veux garder le bien parce que ça tourne bien et c'est très rentable, comme tu me l'as dit. Je suis plus pour le moment de le garder, parce que les conditions financières, enfin les conditions de crédit sont quand même très importantes aujourd'hui. Le côté fiscal, pour moi, ne nécessite pas forcément de vendre. Ça aurait pu être intéressant, mais pas à ce point-là. La troisième question, c'est le marché immobilier. Là, on a une autre question, c'est on se dit aujourd'hui, on vend un bien. Admettons, on est dans un marché qui a pris beaucoup. Côte d'Azur, aujourd'hui, je sais que tu es sur l'Île-de-France, mais pour les autres qui nous regardent, admettons, on vend un bien aujourd'hui sur la Côte d'Azur ou Nice, qui a pris énormément, encore plus depuis 2 ans, alors que les autres villes ont bien baissé. Je vends un bien dans une ville qui a beaucoup pris pour racheter dans une ville qui a beaucoup perdu. Là, on a un intérêt. Est-ce que de vendre un bien qui a pris 15% et de racheter dans une ville qui a perdu moins 20%, est-ce que ce gain permet de compenser la hausse de crédit que je vais prendre sur ce nouveau crédit? Ça demande un petit peu de calcul, mais en vous posant un petit peu, vous pouvez arriver à le faire. Donc ça, c'est notre question. Est-ce que j'ai besoin de vendre pour racheter de nouvelles affaires? Est-ce que dans le marché où je suis, je vais récupérer beaucoup d'argent sur la vente, et peut-être plus que si je vendais dans 1 ou 2 ans? Là, vu le marché immobilier, tu aurais plus d'argent en vendant aujourd'hui que dans 2 ans.
Mais est-ce que ce plus d'argent suffirait à racheter, à compenser la perte de pouvoir d'achat avec les taux? Grosso modo, aujourd'hui, avec la montée des taux par rapport à ce que tu as eu, on a perdu 25 à 30, un peu plus de 30% de pouvoir d'achat. Donc est-ce que tu achèterais dans une ville aujourd'hui à plus de moins 30%? C'est possible, mais ça demanderait de faire ça. Ça, c'est une autre question. Ensuite, il y a une autre question fiscale. Alors la question fiscale, l'avantage, c'est que tu as des biens très rentables, donc tu vas passer positif en LMNP assez rapidement. Normalement, en LMNP, vous avez un peu de travaux, vous avez 10-15% de la valeur de la bâtisse en travaux, vous avez vos meubles à amortir, normalement, pendant une dizaine d'années, vous êtes tranquille. Tu as des rendements de combien sur tes biens? Autour de 11%, net. Net. Ouais, donc c'est quand même en coloc, pas loin de Paris en plus, en Ile-de-France. Ile-de-France, banlieue proche de Paris. Ouais. Tu peux nous dire où t'as pas envie de... C'est dans le Val-de-Marne, le 94. C'est dans le Val-de-Marne, on va rester... oui, je sais. Des fois, j'ai donné des villes comme ça, en faisant des vidéos YouTube. Et l'investisseur qui avait cette ville-là, enfin qui investissait dans cette ville-là, dans l'année qui a suivi, il m'a dit on s'est fait arracher, quoi. Tous les gens viennent dans notre ville pour investir. C'est des vidéos qui avaient fait 500 000 ou 1 million de vues, tu vois. Donc, Bon, après, Ile-de-France, il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire, mais voilà, c'est bien de dire que pas loin de Paris, on a des colocs à ce budget. Pour le côté fiscal, on a d'autres solutions. La première solution serait, si on conserve le LMNP, et toi, c'est pas ton cas, parce que si on achète un autre bien, tu risques de passer en LMP. Je rappelle pour les autres, vous passez en LMP automatiquement si, 1, vous avez plus de 23 000 euros de recettes locatives meublées de vos biens, et 2, si vos revenus meublés dépassent votre revenu professionnel. Donc on peut y arriver assez vite. Donc toi, prendre un autre bien en LMNP te ferait passer en LMP, donc dans ta situation, pas vraiment intéressant. Si jamais vous ne passez pas à LMP, que vous restez à LMNP, un choix peut s'opérer, c'est-à-dire on achète une nouvelle opération avec beaucoup de travaux. On vise une passoire énergétique, on vise une ruine avec plus de la moitié, le double du budget qui est en travaux, un truc qui vaut 100 000 et on met 150 000 de travaux dedans. Les 150 000 de travaux vont nous servir à gommer les résultats positifs des précédents biens qu'on a dans le même régime. Oui, on en parlait il y a 2 semaines, hein, c'est le fameux déficit foncier. Alors non, le déficit foncier, non, parce que ça, c'est que dans le vide. Hein. Ouais, ça, c'est que dans le nu. C'est que dans le nu, parce qu'on est sur la catégorie foncier. Mais en fait, c'est un peu la même chose. De toute façon, c'est les charges qu'on peut déduire au régime réel quand on se met en... Ouais, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans un régime fiscal, tous les revenus et tous les travaux, toutes les charges vont se mélanger. Donc j'achète 10 biens différents. Les travaux de mon 10e bien vont pouvoir déduire les revenus de mon premier bien, si mon premier bien est positif. C'est exactement pareil en LMNP. Donc la stratégie peut se dire, je conserve ces biens. Si je vais passer positif d'un point de vue fiscal, j'achète un autre bien avec énormément de travaux. Donc là, ça tombe bien, passoire énergétique, je fais une bonne affaire, je remets en vente quelque chose, en location quelque chose que le gouvernement souhaite. Donc là, on est parfaitement dans les clous. Et en plus, tous mes travaux vont me servir à effacer tous les autres revenus de mes précédents biens. Ça, c'est une solution. Si cette solution n'est pas possible, parce que ça te fait passer en LMP et que ça ne t'intéresse pas d'être en LMP parce que vous êtes assujetti aux cotisations sociales, donc pas forcément intéressant, enfin, il n'y a que quelques cas où le LMP est intéressant, ça ne l'est pas pour tout le monde. Le deuxième cas, ça peut être d'englober tous ces biens dans une société. On transfère nos biens, on fait un apport en nature des biens immobiliers qu'on possède dans une société. Alors, libre à vous de choisir la société. Je vous renvoie vers le direct qu'on a fait il y a 10 jours, c'était sur la fiscalité. C'est ça, ouais. Voilà, ouais. Qui vous retrouvera en replay, à mon avis, sur le site BFM Business et moi sur la chaîne YouTube. Je l'ai mis hier d'ailleurs. Donc, on parle des formes juridiques. Donc, l'apport en société de ces biens immobiliers, ça sera encapsulé en société. Donc, les prochains biens que tu auras, les travaux de ces biens pourront venir réduire les bénéfices des premiers biens. Ça me paraît être une solution parce que je crois que ça répond à une de tes questions et Jean-Louis va la développer. Rester dans le LMNP aujourd'hui. Aujourd'hui, on est passé à la trappe sur les amendements de ce projet de loi de finances de cette année. C'est pas dit que l'année prochaine, ça y soit aussi. C'est quand même dans le viseur depuis quelques années. Nous, ça fait peut-être 4-5 ans que tu as fait la formation. On en parle, on se dit ça va passer, ça va pas passer. Donc faites attention si vous pouvez faire une société aujourd'hui. Que veut le gouvernement aujourd'hui? Le gouvernement Macron, il est pro-société, entreprise et moins pro-IMO. Donc une société aura moins tendance à être touchée que l'immobilier. L'immobilier est quand même sacrément dans le collimateur en ce moment. Donc, c'est ça, hein. Steven, toi tu te posais la question. Tu avais un petit peu peur des évolutions fiscales? Effectivement, l'idée... Alors, il ne faut pas se faire des nœuds dans le cerveau non plus à trop anticiper, mais c'est vrai que c'est quand même... Il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un changement d'ici 1, 2, 3 ans. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe des solutions, donc hormis l'investissement en société, pour éventuellement minimiser cette taxation en cas de revente d'un bien en nom propre qui a été loué meublé. Et voilà. Est-ce qu'il existe une possibilité
où il va falloir forcément aller vers de la société. De minimiser l'impôt sur la plus-value d'un bien en nom propre? Un bien qui a été loué, meublé en Oui. nom propre, et qui est revendu du coup, Qui a été vendu, enfin loué en LMNP. en LMNP. Exact. Aujourd'hui, tu es en plus-value des particuliers. Donc, Mhm. tu as déjà vendu un bien immobilier dans ta vie? Jamais. Tu as une résidence principale aujourd'hui? Oui. Ok. Pour ceux qui nous regardent, il y a une solution. Pour toi, elle ne rentre pas dedans. Si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale les 4 dernières années, vous avez le droit de vendre votre première résidence secondaire ou locative. Et dans les 2 ans qui suivent la vente, si vous investissez la totalité de la vente de ce bien dans l'achat d'une résidence principale, alors vous êtes totalement exonéré de taxes sur la plus-value sur cette résidence secondaire. Donc je répète, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale les 4 dernières années. Et il faut investir en partie ou totalité. Si vous investissez qu'en partie, vous êtes exonéré qu'en partie de la plus-value. Mais sinon, il faut investir la totalité de la vente de cette résidence locative ou secondaire dans l'achat d'une résidence principale. Et à ce moment-là, vous êtes exonéré. Dans ton cas, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu es en plus-value des particuliers, donc tu vas payer une taxe sur la plus-value. Bon, après, c'est toujours une taxe sur la plus-value. Mais pour répondre à ta question aussi, tu ne maîtriseras jamais le calendrier fiscal et parlementaire et réglementaire, etc. Qu'est-ce qu'on aimerait? Un peu de visibilité, ça nous Voilà, ferait bon, mal. et finalement, par rapport à ce qu'on s'est dit, pour l'instant, donc le budget, il est encore en discussion, donc on ne sait même pas. Ce qui est passé pour le moment, c'est que en fait, on va réduire un petit peu l'abattement forfaitaire pour une catégorie de meublés bien particuliers, c'est les meublés de tourisme classés, où là, on passe de 71 à 50%, et encore pas partout. Ça ne s'applique pas dans les zones rurales. Dans les zones rurales, vous pourrez toujours, enfin, on appelle ça les zones détendues, vous pourrez toujours être à 71%. Voilà, et c'est juste le seuil pour passer entre le microfoncier et le régime, enfin le micro-BIC et le régime réel, il sera aussi abaissé. Alors tout ça, c'est un peu compliqué, mais si vous écoutez notre dernière émission, vous verrez, vous y retrouverez mieux. Et puis, alors, effectivement, le ministre du Logement a bien parlé d'une remise à plat de toute la fiscalité locative, mais il dit de toute façon, ça, ce ne sera pas avant le budget 2025. Donc en fait, ce n'est pas avant 2025. Donc pour l'instant, pour cette année et pour l'année prochaine, finalement, ce sera a priori surtout des petits ajustements qui ne vont pas changer beaucoup plus la donne. Ouais, Steven, j'espère que ça t'a aidé. Bien sûr, Ouais. ça laisse le temps de rebondir, du coup, le délai supplémentaire. Très utile, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer de gens de confiance et déléguer un maximum de choses pour continuer de se développer. Oui, il ne faut pas même penser à un ami. On a tous un ami, quelqu'un de notre famille qui peut-être est à mi-temps ou en changement professionnel et cherche une autre activité, ou quelqu'un qui a déjà des biens, qui change d'activité, il n'a pas d'argent pour réinvestir dans d'autres biens, mais peut-être gérer d'autres biens, il pourrait le faire. Moi, ça a démarré par ça. C'était un investisseur qui avait ses propres biens et qui a voulu et qui pouvait gérer les miens. Donc, pour moi, la confiance prime surtout et ça passe pas forcément par des professionnels bien établis comme des agences. On peut trouver ça différemment. Bon, alors, c'était hyper intéressant. Malheureusement, on n'a plus trop de temps. Juste en une phrase, parce qu'on a une question pour toi, Steven. Too fast for you. Y a-t-il une région en France où privilégiée pour le courtage ou non? Voilà, une région ou pas? Oui, non. Il faut trouver une banque qui accepte de faire du hors-secteur. Et il n'y en a plus beaucoup, mais c'est possible. Donc il faut pas hésiter à aller partout. Il faut tout essayer, il faut s'acharner. Ouais. Eh ben, ça me paraît assez clair. Bon, on doit rendre l'antenne. Merci à tous pour vos questions. Merci Steven, merci Christopher. On se retrouve dans 2 semaines, toujours en live sur les réseaux sociaux. Bons investissements immobiliers d'ici là à tous.